Donc, chers amis, bonsoir. Ce soir, c'est pas nous qui sévissons, c'est Robert Charvin. Donc Robert Charvin, je pense que tout le monde le connaît ici. Non, non, non. Professeur émérite de droit de l'Université de Nice, ancien doyen de la faculté de droit. Voilà. Ça remonte à il y a quelques années, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas être désagréable. Donc, qu'est-ce qu'une démocratie populaire? Tel est son sujet, bonsoir Hervé, qui s'inscrit dans le cadre du module dans lequel nous sommes actuellement, septembre-décembre, dont le titre est le néolibéralisme contre la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'une démocratie populaire? Je vous rappelle tout de suite, et je ne le ferai pas à la fin, que la semaine prochaine, il n'y a pas de conférence parce que Fabien Roussel est à Nice et que nous serons au Palais des Expositions. Donc ça, c'est le 11 octobre, Fabien Roussel au Palais des Expositions. Par contre, nous nous retrouvons le 18 octobre pour le débat Lippmann-Dewey. Lippmann et Dewey qui sont l'un et l'autre des intellectuels américains du début du XXe siècle, et nous allons retracer quelques aspects du débat qu'ils ont eu et qui concernaient la refondation du libéralisme. J'anticipe un tout petit peu, nous sommes donc le 18, je disais, le 8 novembre, nous continuons dans cette veine-là avec une conférence sur le colloque Lippmann. Lippmann, c'est le même Lippmann que précédemment, qui, après avoir publié un livre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours La Cité libre, a vu quelques intellectuels proposer et organiser un colloque à Paris en août 1938, toujours pareil, pour échanger sur les voies et moyens de la refondation du libéralisme. C'est ça le problème du libéralisme à cette époque-là, c'est de se demander comment il peut se relancer, rebondir, comment il peut rebondir. Et nous verrons le résultat plus tard, hein, dans d'autres conférences qui viendront plus tard. Voilà, Robert, merci. À toi. Bon, chers amis, vous serez certainement déçus parce que moi, j'ai aucune recette pour la démocratie. Celle qu'il faut imaginer, celle qu'il faut construire, et qui ne sera jamais véritablement installée, puisque je crois que c'est une création continue où ça ne l'est pas. Donc, nous parlons de ça dans un instant, mais il n'y a pas de paquet cadeau de la démocratie. Et nous cherchons souvent des sauveurs suprêmes qui vont inventer, trouver, découvrir. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on peut compter, c'est nous-mêmes. Oui. Ce qui montre que les choses sont encore plus difficiles qu'on pourrait le croire. Alors si on écoute nos experts, nos spécialistes, nos journalistes qui nous assomment tous les jours, en gros la démocratie, autrement dit libérale, c'est deux choses essentiellement, et c'est ce qu'ils répètent en permanence, des élections libres, et puis la liberté d'expression. Point final, le reste, ça passe à la trappe. Alors les élections libres, il faudrait de longues heures pour expliquer que ça n'existe pratiquement nulle part, jamais. Elles sont toujours phagocytées dans un emballage qui permet d'obtenir les résultats souhaités, sauf accident, ça arrive. Un accident, ça arrive dans la rue, ça arrive à tout le monde, mais les élections, c'est fait pour être gagné, pour les pouvoirs, que ce soit dans le sud ou dans le nord, dans les pays dits socialistes ou dans les pays qui ne le sont pas. Je crois que la chose est jouée plus ou moins d'avance, sauf maladresse, sauf incident, accident. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Il faudrait donc passer de longues heures pour expliciter ce que c'est des élections, dans la pratique, dans la réalité, mais ce n'est pas le sujet. La liberté d'expression, bien sûr, s'ouvre un bien.
Ça, c'est fabuleux, la liberté d'expression. Là encore, il faudrait savoir ce que ça veut dire. Moi, je ne le sais pas. Pas plus que je sais ce que c'est que la liberté non plus, d'ailleurs, mais ça, vous allez voir. Je vais vous décevoir au fur et à mesure que j'avance. La liberté d'expression, elle est canalisée, toujours. Soit parce qu'on est soi-même pas libre et qu'on s'exprime, et qu'on ne sait pas qu'on n'est pas libre, parce que la seule chance pour être un peu plus libre, c'est de savoir qu'on ne l'est pas, et c'est un long travail et c'est une grande difficulté. En général, précisément, on reste tranquille jusqu'à la fin sans jamais s'interroger sur cette question. Bon, ailleurs, il faut toute une série d'infrastructures pour que l'expression puisse s'exprimer, précisément. Qui parmi nous a la liberté de s'exprimer? On peut se faire plaisir en parlant à un copain, en parlant à l'apéritif, en parlant avec des amis, mais en quoi c'est opérationnel d'exprimer ainsi son opinion sur un coin de trottoir ou dans un café? C'est vraiment très limité. Donc la liberté d'expression, c'est aussi à inventer en utilisant toutes les technologies qui existent et qui pourraient être utilisées. Ce n'est pas encore le cas. Donc il faut passer, il faut tourner la page et s'intéresser à autre chose et s'interroger justement sur est-ce que la démocratie a jamais existé quelque part? Ma subjectivité me conduirait à dire non, elle n'a jamais existé nulle part, qu'elle soit populaire à l'Est ou libérale à l'Ouest, ou en voie de démocratisation dans les pays du Sud. Je crois que nulle part c'est une réalité concrète pour qui que ce soit. Mais aujourd'hui, depuis 1945, en gros depuis que les totalitarismes nazis et fascistes ont été détruits, tout le monde se dit démocrate, tout le monde. C'est bien, donc ça ne simplifie pas les choses puisqu'il faut dégager de ce magma ce que ça pourrait être ou ce que ça peut être partiellement avec quelques acquis ici ou là. Des acquis, pour la France par exemple, c'est paraît évident, c'est par exemple la sécurité sociale. C'est la fraternité, c'est l'instrument de la fraternité de notre devise républicaine. La sécurité sociale, c'est une révolution fabuleuse, extraordinaire. Et je pense que ça peut être considéré comme un acquis communiste dans une société qui ne l'est pas. Et je pense que ça, c'est une chose extraordinaire. Et on verra plus loin que peut-être la démocratie, il y a déjà une ombre là-dessus, ça serait une sécurité sociale généralisée. Pour une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale alimentaire, une sécurité sociale éducative, qui permettrait de donner à chaque citoyen une place dans la société qui ferait qu'il pourrait être un centre d'initiative et non pas simplement un sujet. Donc c'est tout à fait abusivement qu'on parle de démocratie aujourd'hui. Partout on en parle, et comme tout le monde en parle, tout le monde abuse. Alors on peut se dire, il y a effectivement des dictatures et des régimes autoritaires, voire totalitaires. Des totalitaires, il n'y en a pas tellement. Là, le mot aussi a été galvaudé. Totalitaire, ça veut dire avec une emprise qui façonne, formate des individus. Il n'y en a pas tellement. La plupart sont des régimes autoritaires. Des dictatures, ça c'est dans le stock de ce qu'on veut. Mais totalitaire, c'est plus rare et c'est plus complexe à examiner. Mais la non-démocratie, ce n'est pas la démocratie. La non-dictature, pardon, ce n'est pas la démocratie. Ce serait vraiment être très peu exigeant que de penser que parce qu'on ne serait pas arrêté à 6 h du matin avec des messieurs en imperméable, on serait en démocratie. Ça ne suffit pas. C'est une définition très négative de la démocratie. Le fait d'être pas trop inquiet de sa propre sécurité. Ça serait vraiment le minimum vital de la démocratie. Ça ne peut pas être une démocratie. C'est quelque chose d'intermédiaire entre la dictature et puis une société qui est plus ou moins viable. C'est pas la même chose. Une société plus ou moins viable, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est très exigeant. Et c'est pourquoi je crois qu'elle n'existe pas. Est-ce que la Russie est un État totalitaire? Non. Ils n'en sont plus là, ils ne sont pas là, ils ont eu trop de choses à vivre pour être totalitaires. Ils font comme ils peuvent pour gérer une pagaille qui est avec de fortes insuffisances, de fortes faiblesses, de la corruption, enfin 1000 problèmes qui excluent le totalitarisme. Moi je n'en connais pas beaucoup. Je crois que la Corée du Nord, que je connais un petit peu, est un régime totalitaire. Il faudrait savoir ce que ça veut dire exactement. En quoi c'est lié dans ce pays avec le confucianisme, que personne ne connaît mais dont tout le monde parle. C'est très compliqué aussi, c'est encore un autre sujet.
Par exemple, l'Union soviétique, elle a prétendu instaurer, établir un peu partout des démocraties dites populaires, notamment en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est est très particulier parce qu'en gros, sont devenus des démocraties populaires, des pays qui n'étaient vraiment pas prédestinés à l'être, et qui sont à l'intérieur simplement d'une frontière militaire qui a été l'avancée de l'armée rouge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et s'ils avaient été un peu plus bas ou un peu plus haut, certains pays n'auraient pas été englobés, ne seraient pas devenus des démocraties dites populaires. Alors, quelques pays étaient plus ou moins prédisposés, je pense à la Tchécoslovaquie. Malheureusement, les tentatives qui ont été faites dans ce pays ont échoué aussi, alors là, de la faute de l'Union soviétique. Il faut se souvenir de 68. Oui. Ça a été pour moi catastrophique. Oui. J'ai vécu ça comme une sorte de fin d'une histoire, d'une étape de l'histoire. Surtout qu'en 67, j'étais à Prague et j'avais rencontré plein d'amis et plein de camarades qui avaient été dans la résistance, qui s'étaient battus pour restaurer quelque chose et qui avaient plein d'espoir de transformation profonde dans le cadre du socialisme. Ça s'est passé autrement. Dubček. Voilà. Qui n'était pas peut-être à la hauteur des circonstances d'ailleurs, mais est-ce que le parti était prêt à assumer de telles responsabilités nouvelles? Je pense qu'il ne l'était pas. Alors l'Union soviétique, en fait, et les démocraties populaires, dites populaires, ont déprivatisé au niveau de l'organisation socio-économique. C'est-à-dire ils ont supprimé ce qui est la racine du mode de production capitaliste, l'appartenance privée aux grandes entreprises. Déprivatiser, c'est pas socialiser. Et je pense que ça a été une erreur de pensée, et on l'a pensé souvent, et moi le premier, pendant ces années-là, et que le fait d'étatiser une entreprise, c'était transformer radicalement les rapports de production et transformer radicalement la position des salariés par rapport aux directions. Ça n'était pas le cas. Entre un directeur administratif d'une entreprise publique étatisée et des relations avec un directeur d'une entreprise dite socialiste, les différences étaient relativement minimes pour les salariés, hélas. Mais oui, parce qu'ils ne participaient pas suffisamment à la gestion de l'entreprise. C'est le moins que l'on puisse dire. La différence peut-être, c'était la tolérance des directions qui n'étaient pas toujours très mobilisées pour la productivité. Alors du coup, ils laissaient éventuellement des attitudes laxistes avec l'abstentionnisme des salariés, avec leur non-efficacité dans le travail, etc. C'était le seul avantage peut-être, mais c'est quand même pas très satisfaisant pour une vraie démocratie. On trouve chez Marx quand même une expression, disons, de ce qu'il aurait fallu faire. Ah oui, oui. Ah ben, la référence à la commune notamment. La référence à la commune et l'expression de l'appropriation collective des moyens de production par les travailleurs associés. Bien sûr. Appropriation collective des moyens de production par les travailleurs associés. Là, il y a beaucoup de notions, les unes à côté des autres, là, qui disent. Pour excuser ces expériences, et je crois que ces expériences ont aussi des excuses, on peut imaginer peut-être que peu de choses aussi mobilisaient les travailleurs soviétiques et les travailleurs des démocraties populaires d'Europe de l'Est. Peu de choses est prédisposé à brutalement changer de comportement et de pratique sociale. Lénine dit quelque part, c'est une citation dont je n'ai pas retrouvé la source, mais je la crois très importante. Lénine disait au bout de quelques jours de pouvoir, ça va être très difficile parce que nous ne sommes pas assez civilisés. Je trouve que c'est une belle citation. Je l'ai vu aussi. On oublie trop souvent, mais je crois que quelque chose de très important. Il faut être très civilisé pour expérimenter un régime aussi radicalement différent que pourrait être une démocratie populaire par rapport au système libéral, ou capitaliste. Autre fait qui me permet de dire que nous n'avons jamais connu de démocratie nulle part, le fait que toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ont laissé en marge 50% de la population, les femmes. Ah oui. Et s'il y a eu quelques avancées ici ou là, leur statut d'infériorisé montre qu'il n'y avait pas de démocratie. Quand on dit 50% de la population n'est pas vraiment citoyen, ça veut dire quand même qu'il manque beaucoup de choses. Or, ça a été le cas des femmes à peu près partout, dans toutes les sociétés
qu'elle soit capitaliste, qu'elle soit socialiste, ou qu'elle appartienne encore au tiers-monde. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une démocratie concevable dans une société fondamentalement patriarcale? Je dirais non, et on pourra en parler plus tard. Autre chose encore qui me permet d'écarter l'idée que la démocratie a pu exister quelque part, quels que soient les vocabulaires, les mots qu'on emploie couramment. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on s'est laissé piéger par ce mot. Autrefois on parlait de démocratie bourgeoise, ça c'est vrai, mais de démocratie sans cet adjectif qualificatif, moi ça ne me convient pas, ça ne m'a jamais convenu, mais ça fait partie des fautes de langage. Et vous savez que dans n'importe quel système, le langage est maîtrisé par le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, par le système dans lequel on se trouve, et on s'est fait piéger, je crois, par l'hégémonie linguistique, disons, rhétorique du système des dominants. Est-ce que la Suisse est un pays démocratique? C'est une belle démocratie bourgeoise, une des meilleures sans doute, avec quand même beaucoup de trafic et de corruption élégante. C'est pas niçois, quoi, à ce niveau-là. Chez nous, c'est un peu plus primitif. Sauf, je peux dire quelque chose, sauf à Saint-Louis, qui est le département du Haut-Rhin, les travailleurs de chantier dorment côté français, mais n'ont pas le droit de dormir à Bâle. Il faut le savoir, ça. Et ils sont quelques centaines. Et par ailleurs, j'aime mieux les prisons suisses, tous les avocats le disent, les prisons suisses que les prisons françaises. Elles sont beaucoup plus confortables, beaucoup mieux données. Et donc, à la limite, il vaut mieux se faire arrêter là-bas qu'ici. Ce qui montre quand même que la bourgeoisie a des mérites. Surtout si vous n'êtes pas une personnalité ayant droit à des cellules exceptionnelles. Pas de démocratie non plus sans le peuple. Je vous donne un exemple. En matière de politique étrangère, dans aucun pays du monde, il y a autre chose pour décider des mesures à prendre en matière de politique étrangère qu'une petite camarilla très restreinte, avec un chef d'État, quelques ministres, des responsables des services de renseignement, chef d'état-major, ça ne fait pas beaucoup de monde. Et même pour l'usage de l'arme nucléaire, le nombre est relativement très restreint. Qui décide d'une guerre, par exemple? Même pas les parlements, même pas les commissions parlementaires sont informées tardivement. C'est une illustration parfaite de l'oligarchie qui règne dans tous les États du monde, et particulièrement en politique étrangère, mais aussi évidemment pour toutes les décisions à lourdes conséquences financières, qui sont prises en petit cercle limité, avec des gens très sérieux, qui ne sont pas des citoyens ordinaires. Et donc, en conséquence, les citoyens au niveau international, national et local sont la plupart du temps écartés des pouvoirs décisionnels. J'ai été élu municipal, et par exemple, en étant majoritaire, l'équipe majoritaire se réunit à part avant les réunions du conseil municipal public pour prendre toutes les décisions essentielles. Et puis ensuite, quand on rentre dans la salle du conseil municipal, toutes les décisions sont prises et l'opposition reçoit l'information dans la figure, n'est pas prêt et est battu. Et c'est vrai dans tous les sens, évidemment. C'est pas propre à la gauche, c'est propre à tous les conseils municipaux. Alors, au niveau national, vous imaginez, et au niveau international, ce qui peut en être. Tout ça, ça colle parfaitement avec ce qui s'aggrave en permanence, c'est le phénomène de la concentration des richesses. Comment voulez-vous nous opposer, surmonter le fait que 10% de la population de la planète possède 50% des ressources mondiales? Comment voulez-vous faire? Aucun État même n'est en mesure aujourd'hui de rivaliser avec les firmes qui gèrent des milliards et des milliards et qui ont la maîtrise des décisions qui ont un impact global. Ça devient encore plus grave qu'autrefois où l'État se servait des firmes privées pour sa politique. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. L'État fournit l'assistance nécessaire que les grandes firmes lui demandent. Ça arrive. Les États, ils sont au service maintenant du capital mondial. Bien sûr. Thomas Piketty, qui est un économiste que j'aime bien,
parle surtout maintenant non plus du 10%, mais du 1%, c'est-à-dire du petit pourcentage de gens qui contrôlent alors l'essentiel des richesses de ces 10%. J'ai quelques chiffres qui sont assez étonnants, qu'il a relevés, qui ne sont pas contestés. Alors que 10% des plus fortunés possèdent le quart de tous les revenus et la moitié du patrimoine mondial, le 1% des plus riches contrôle 16% du patrimoine mondial, alors que les 50% les plus pauvres ne contrôlent que 6% des ressources mondiales, des richesses mondiales. À partir de là, il est clair que les rapports de force entre des pouvoirs politiques, même qui se voudraient autonomes, parce qu'il peut y avoir des bourgeoisies nationales qui ont une volonté de développement spécifique, c'est impossible de rivaliser avec ceux qui maîtrisent l'essentiel des richesses d'un pays. Il y a un phénomène nouveau, parce que quand on voit les GAFAM, Elon Musk et tout, qui ont plus de pouvoir que les États américains, qui décident, qui envoient des centaines de satellites, ce que doit faire normalement sous la responsabilité d'un État. Et là, aujourd'hui, on voit, et on a vu par rapport à la guerre d'Ukraine, qu'il a fait débrancher ses satellites, parce qu'il s'est dit, on va arriver à un conflit nucléaire, mais c'est un mec, c'est même pas une multination. Oui, c'est une multination, mais c'est lui le grand patron qui décide de tout, comme les autres. Qui pose un gros problème de démocratie, même dans le système néolibéral capitaliste. Je pense au Niger, qui vient de se libérer d'une emprise particulière, qui est la nôtre. Il y a toujours là-bas l'uranium. Alors je pense que le régime va réussir à obtenir, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone d'un copain nigérien, obtenir des royalties un peu supérieures à celles qu'ils ont, parce que l'entreprise qui a succédé à Areva va lâcher un peu de l'Est, mais pour un pays comme le Niger, très sous-développé, ça va être très difficile de s'en sortir de toute façon, avec simplement une petite majoration de royalties, mais c'est un début. Ensuite, il y a une autre raison qui fait que la démocratie n'est pas concevable dans l'état des choses actuelles. Un citoyen ordinaire moyen travaille 8 heures par jour, c'est le minimum. Et il va travailler de plus en plus, j'y suis à 75 ans probablement dans les années qui viennent, avec la réforme la contre-réforme de la retraite. Mais simplement 8 heures par jour, ça veut dire quoi? La plupart des travailleurs sont des salariés, des gens qui sont dans une telle précarité qu'ils sont totalement dépendants. Conséquence, pendant ces 8 heures par jour, ils n'ont aucune possibilité de se manifester en tant que citoyen. À la sortie du boulot, il peut redevenir citoyen s'il le veut, s'il le peut, s'il n'est pas trop fatigué, si son travail n'est pas trop loin de son domicile, si les transports en commun ne sont pas surchargés, etc. Ce qui fait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour être un citoyen. Les réunions, par exemple, c'est difficile, c'est fatigant. Et je crois que c'est Bernard Shaw qui disait le socialisme, ça serait bien, mais ça prend trop d'après-dîner. Et encore, c'est vrai, dans une large mesure. Donc, il faudrait que le salarié, que le travailleur en général, ait la maîtrise de son emploi, la maîtrise de son travail, et ça, c'est à inventer, qu'il bénéficie d'une sécurité sociale de l'emploi et de son travail, qu'il ait une capacité à prendre des décisions dans son travail. Alors, les nouvelles techniques de management vont dans ce sens, officiellement. J'ai vu quelques cours de mes petites filles qui hélas, fait ce genre de formation, malgré toutes mes recommandations de faire autre chose. Moi, je serais pour l'interdiction des écoles de commerce en règle générale. En entreprise de salubrité publique, si vous voyez les programmes, c'est ahurissant. Ahurissant de conneries et d'inexistence effective. Parce que les nouvelles techniques de management, c'est ça. Allons-y les gars, vous avez le droit de jouer au ping-pong de 11h15 à 11h25, on peut prendre un apéritif ensemble, tout va bien, et vous avez le pouvoir de décider ce qui nous permettra de nous de gagner davantage. Ce qui est évidemment une limite quand même à l'autonomie du travailleur. Il faudrait donc imaginer, concevoir de nouvelles techniques, de nouvelles procédures à l'intérieur des lieux de travail, des espaces de travail, pour permettre à l'individu d'être un vrai citoyen à l'intérieur de ces journées, de ces longues journées où jusqu'à présent il n'est pas citoyen du tout.
Autre élément qui me conduit à penser que nous ne sommes pas dans une démocratie et qu'il n'y en a nulle part, le problème des institutions, des procédures, du droit en général. Je ne voudrais pas faire un long cours sur le droit, ce qui est mon secteur privilégié, mais dans chaque système, le droit a des structures et des finalités très déterminées, très précises. Il n'y a pas le droit n'est pas neutre, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Le droit organise l'épanouissement d'un système avec sa logique, avec ses intérêts dominants. Et donc il ne permet pas, s'il ne le veut pas, ni participation des citoyens, ni contrôle des citoyens, ni protection des citoyens. Il fait avec tout de même, parce que ça permet d'arranger les choses. Il faut bien donner quelque chose à des citoyens pour qu'ils se comportent de manière servile. Sinon, ils n'acceptent pas du tout. Ça fait du gaspillage et du temps perdu. Donc le droit organise la domination. Néanmoins, il garantit un minimum de protection, les deux à la fois, mais le rapport domination et protection est toujours très particulier. Et dans le cadre socialiste, les constitutions se voulaient socialistes, avec une logique qui n'était pas celle du capitalisme, mais qui est une logique qui empêchait précisément, éventuellement, une démocratie, la démocratie pour ceux qui n'étaient pas d'accord éventuellement avec le système socialiste. Et puis par-dessus tout, et je terminerai sur cette première partie, la démocratie, ça impliquerait un climat général favorable à la vie démocratique, ce qui n'est pas du tout le cas. Et pour que ce climat général soit favorable, il faut non seulement que chaque citoyen ait un minimum de capital patrimonial, social, de revenus, mais qu'il ait aussi un capital culturel. Là, je renvoie à Pierre Bourdieu et à tout ce qu'il a pu dire là-dessus, et qui me paraît très fondé. Comment voulez-vous, par exemple, si vous ne maîtrisez pas le langage, comment voulez-vous dialoguer dans une assemblée quelconque? Combien de citoyens sont silencieux parce qu'ils n'osent pas se manifester devant un collectif? Comment voulez-vous qu'il aille négocier avec un directeur, un responsable, s'il n'a pas la maîtrise d'un instrument de dialogue pour s'exprimer et pour s'affirmer? Comment voulez-vous aussi, sans capital culturel large, accepter la confrontation, accepter les contradictions, accepter les affrontements? Or, on peut considérer, si l'on est rationnel, que les affrontements, les contradictions, c'est une richesse. C'est pas une faiblesse, c'est pas une carence, c'est pas un mal. Mais pour affronter les autres, et pour affronter donc ceux qui pensent différemment, il faut déjà être équipé culturellement et solidement, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris dans d'autres parties. Pour avoir ce capital culturel, il faut aussi savoir, connaître, comprendre, et les neurosciences nous aident là-dessus, et il faudrait absorber et synthétiser les résultats de toutes les sciences sociales pour arriver à maîtriser tout cela. Il faut être conscient des déterminismes qui pèsent sur nous et combien il y en a. Des stocks, depuis la naissance jusqu'au dernier jour. Des quantités de déterminismes. Et comme le disait Laborie, que j'aime bien comme généticien, même si c'était un peu ancien, et si depuis beaucoup de choses ont avancé dans la connaissance, le seul moyen de se libérer de ce déterminisme, au moins partiellement, c'est de savoir qu'on n'est pas libre, précisément, et qu'on est déterminé. Vous voyez un petit peu le jus dans lequel on se trouve, et on n'en est pas encore là. Et pourtant, il me semble que dans sa cité, dans son travail, dans son syndicat, dans son parti, dans sa famille, dans son couple, il faudrait que tout soit constitué, que ce capital culturel existe, à côté de ce qui vous assure le quotidien, la survie. Et c'est très difficile, et ça n'existe pas encore. Et Badiou a raison, je crois, j'aime bien Badiou, que ce ne sont pas seulement les difficultés économiques et les insuffisances matérielles qui ont conduit à l'effondrement des systèmes socialistes et des démocraties dites populaires, mais c'est l'absence de constitution réelle de nouveaux rapports humains. Et je crois que ça, c'est une question très importante dont il ne faut pas oublier l'existence.
plutôt l'inexistence. Une petite question. Oui, bien Quand sûr. on dit par exemple les employés ou les ouvriers d'une entreprise n'ont pas la capacité de négocier avec la direction parce que S'ils n'ont pas de syndicat, pas les ils s'en sortent moyens pas. intellectuels, pas les moyens d'expression, etc. Mais il y a quand même la possibilité d'avoir au moins quelques personnes qui ont ces possibilités, qui ont ces moyens, Bien sûr. qui pourraient être les délégués de 100 ou 200 personnes. C'est les syndicats. C'est Bien le sûr. syndicat, Et alors, pourquoi il y a si peu de syndiqués en France? C'est pas mal de Il faut choses. dire qu'on n'aura jamais fait de cadeau. Comment? Oui. On l'aura jamais fait de cadeau Ouais. et c'est toujours dangereux d'être syndiqué. Encore plus d'être responsable syndical. Mais il y a un très bel article que j'ai envoyé à certains dans Marianne sur la politique du Parti communiste antérieur, sur l'éducation des ouvriers. Bien sûr. Moi-même, j'en faisais partie, je suis ouvrier en usine et je suis arrivé à prendre des responsabilités dans tous les domaines. Même être membre du conseil d'administration de l'entreprise dans laquelle je travaillais, grâce à De Gaulle qui permettait aux ouvriers de participer par voie consultative au conseil d'administration. Bon, les décisions, elles étaient prises, comme tu disais, avant, mais on avait le droit. Mais l'article est très intéressant où il raconte le nombre d'ouvriers qui sont devenus ministres, députés, des grandes personnalités politiques qui sont encore aujourd'hui, qu'on a perdu. En réalité, on a perdu pied. On a perdu pied. C'est la formation des ouvriers dans les entreprises. Moi-même, j'ai participé, Robert il le sait, j'ai participé à plein d'écoles, des écoles fédérales, l'école d'un mois, l'école de 4 mois. J'ai pas fait celle de Moscou parce que c'était fini, mais on nous formait, et puis alors on avait des cours sur la gestion des entreprises, c'est-à-dire pour savoir comment contrecarrer le patron, parce qu'il faut des arguments. Hein. Bien sûr. Une anecdote, c'est entre parenthèses. J'avais fait un tract, j'avais fait des fautes d'orthographe. Hein, bon. Le patron, il me convoque, il me dit écoutez, monsieur Crémieux, ma secrétaire, elle peut vous corriger. Vous voyez, vous ridiculisez en fin de compte. Hein, bon, après, j'ai trouvé un copain qui savait bien corriger, et je faisais plus de fautes, quoi. Mais vous voyez jusqu'où ça allait. Bien sûr. Voilà. Mais peut-être qu'on a tort de se sentir coupable de faire des fautes d'orthographe. Ah non, mais après, ça, Ça veut dire que c'est le système de l'enseignement qui est On a derrière. tort, mais on en reçoit dans plein la figure Parce quand que même. moi, je me souviens que chez Renault, ils avaient fait une étude sur les peintres, qui étaient tous des Turcs et qui avaient été amenés en France pour être manœuvre à l'atelier de peinture par wagon entier. Donc, il y a des ingénieurs qui sont venus et qui ont fait ça pour mettre au point des machines qui peignaient à la place des hommes, pour enlever donc les emplois de... Alors, ils ont fait tout ça, ils ont fait l'étude, ils ont mis au point, et ils se sont aperçus qu'en fait, ils utilisaient 30% de peinture en plus que quand c'était un ouvrier turc qui le faisait. Alors finalement, ils ont trouvé un interprète, et ils l'ont fait venir, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font les Turcs pour utiliser moins de peinture? Alors, il dit, mais quand ils arrivent dans des endroits où il n'y a pas de tôle, ils lâchent un petit peu et la pression s'arrête. Eh bien, les ingénieurs, ils n'avaient pas pensé à ça, d'accord? Autrement dit, des fois de mépriser les ouvriers de base, vraiment ce qu'il y a de plus de base, c'est un tort. Voilà. Dans cette salle même où j'étais, c'était la section du port à l'époque, et c'était animé essentiellement par les militants dockers. Ouais. Je me souviens très bien que le parti pour eux et pour tous ceux de cette section qui les entouraient, le parti était une école de la dignité. Exactement. Et ils acquéraient une fierté d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais pu accueillir tout seuls. Et je pense que les choses n'ont pas évolué tout à fait dans ce sens. Sur la baisse des effectifs des syndicats, si on prend le cas de la France, la baisse des effectifs, elle s'est produite au tournant des années 80-90, et puis ensuite elle n'a plus cessé, bien entendu, elle s'est continuée, voire même accélérée. Et le tournant, c'est quoi le tournant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les effectifs syndiqués baissent? C'est que dans les entreprises, on a massivement augmenté la précarité de l'emploi. On a développé les CDD,
la sous-traitance, les temps partiels, Voilà, les temps partiels. Les intérims. les contractuels, les vacations, et où les vacataires, vacations, vacataires, etc., jusqu'à l'emploi d'une heure. L'emploi d'une heure Oui. à la poste. Et il y a une deuxième raison, à mon avis, surtout lorsqu'il s'agissait des grandes entreprises, on les a morcelées. Bien Comme sûr. EDF, GDF, la SNCF, la Poste, on les a morcelés de façon à ce que les travailleurs qui faisaient une unité, une entité, Voilà. finalement, se retrouvent isolés les uns des autres. Et de cette manière, là, quand on est isolé et qu'on se retrouve en petits groupes, on n'a pas la même force Bien sûr. et on n'est pas soutenu non plus de la même manière que quand on se trouve dans une grande... Y compris l'instrumentalisation du racisme, Oui, Il y a en ça. utilisant les travailleurs venus des pays Le du Sud. racisme, les hommes et les femmes. Renault, par etc. exemple, à l'époque des entreprises nationales, avait des directions et travaillait. Je suis tombé par hasard sur un cadre responsable de l'Amérique du Sud de Renault qui me racontait ça parce qu'on était dans le même avion et il pensait que j'étais quelqu'un de très bien puisque j'étais dans un avion pour aller loin avec lui, à côté de lui. Ouais, il m'a raconté des choses en toute confiance, bien sûr. Je ne pouvais pas être autre chose, je ne pouvais pas être un militant. Et il m'a raconté comment on opposait les Maliens aux Algériens, par exemple, à l'intérieur de Renault, en disant vous ne pouvez pas être copain d'Algériens, tout de même, vous êtes Maliens. Et vous, les Maliens, évidemment, vous, les Algériens, c'est pas possible d'être avec ces nègres. Voilà, comme ça, ils ont trop de Bien sûr. culture. Non, on continue. Bien sûr, plus les Français là-dedans, Mais, on faisait sauter tout. mais sur le département, alors là c'est un peu différent, c'est la désindustrialisation. Nous-mêmes, on était, la CLBI, on réparait les wagons, après j'ai eu le secteur, moi j'étais secteur bateau à Loire-Marine, il y avait Vernier, on faisait les ascenseurs, il y avait Conwistingus, il y avait Tibelletti qui faisait les fours, et après ils ont fait les ascenseurs, les chantiers, il y avait des chantiers navals de partout, surtout sur Cannes et tout, ils ont disparu. Donc là aussi, ça a mis une situation des salariés, la crainte, puisqu'ils étaient licenciés. Ils ne retrouvaient pas d'emploi. Et il n'y avait pas d'emploi. En plus, c'était des ouvriers hautement qualifiés. Ben là, on leur proposait des emplois que n'importe qui pouvait faire. Donc, il y avait une baisse de revenus. Enfin, pour ce département-là, on l'a senti vraiment. Et aujourd'hui, au niveau national, Ça a été toute la région PACA. ouais, toute la région. Et aujourd'hui, on reconnaît qu'il faut faire revenir les industries chez nous. Mais Il y a un exemple en France où ces arguments ne sont pas applicables. Je pense à l'éducation nationale. Ce que vous dites, c'est valable, je sais pas, EDF, etc. L'éducation nationale, avec un grand nombre de personnes embauchées, on constate quand même une diminution de la syndicalisation, mais Mais c'est extraordinaire. normal, ils ne sont pas Ça, populaires. je n'ai jamais compris. Moi, j'ai travaillé pendant Mais c'est 30 ans pareil dans que l'éducation Attends, nationale. Nicole, s'il te J'étais plaît. secrétaire Nicole, s'il te plaît. SNES. Quand je voyais aux camarades, mais quoi, 15 à 20%. Mais pourquoi les autres ne se syndiquent pas? Moi, je Ils pense- se des sous. Non, non, mais- Pas Je tellement pense qu'il y a cher. aussi un élément d'explication. J'ai jamais compris. Alors là, sur la syndicalisation dans l'éducation nationale, c'est un petit peu pointu comme affaire, mais il faut distinguer les écoles, les collèges et les lycées. Ouais, d'accord. Dans les écoles, le taux de syndicalisation est un petit peu supérieur. On va dire à la louche entre un tiers et la moitié. Ah oui, ce qui est nettement supérieur au taux de syndicalisation moyen en France dans les entreprises, qui tourne autour de 15%. Ce qui est vrai, mais c'était beaucoup plus, 3 fois, 4 fois plus. Bon, on est descendu à 15. Mais il est vrai que dans les collèges et les lycées, c'est un peu plus faible. Alors, il y a beaucoup de raisons. Dans les collèges, il y a les profs de lettres, les profs de maths, les ceci, les cela, etc. Chacun court pour sa discipline. Ça ne favorise pas l'union. Hein. Les profs sont concurrents. Bien sûr. À toi, le programme t'accorde 1 heure de plus par semaine. Et c'est pris à moi, à ma discipline à moi. Donc ça ne favorise pas l'amitié. Il y a ce problème-là. Et puis, peut-être, j'oserais dire,
un facteur général, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui est travaillée par des forces que tu disais tout à l'heure individualistes. C'est l'ensemble de la société qui est travaillée par ça. Puis il y a le recrutement par concours, sous forme d'une compétition, hein, ce qui ne favorise pas l'esprit collectif, hein, notamment avec tous les concours que l'on passe. Hein. On ne peut pas dire qu'on est des copains quand on passe le concours de la grecque, par exemple, et qu'on a des places limitées pour arriver au bout. Hein. Mais je crois qu'il y a une raison plus fondamentale, il me semble. Si un mouvement rencontre trop d'échecs successifs, sur des années et des années, on n'y croit plus. Je peux amener, Moi, je pense que c'est important. Bémol, si vous voulez bien, un petit bémol. On a à la CGT, suite aux manifestations, on a eu des adhésions importantes. Et actuellement, on bénéficie de, non pas de l'unité, mais de l'union des grandes corporations syndicales qui tient toujours. Et c'est vraiment à souligner. Et oui, mais c'est un événement très important. Et c'est très important, d'autant que les partis politiques ne nous suivent pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai assisté à un phénomène à Guadeloupe, entre les profs et les instituts. Il y avait eu de grandes luttes à une époque. Et effectivement, le SMI était beaucoup plus important que le SNES. Les profs, ils sont bourgeoises et ils ne sont pas tellement syndiqués. Il y avait un préfet à l'époque qui avait dit qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais moi je pense peut-être au niveau de l'élémentaire, puisque bon, moi j'ai travaillé donc à ce niveau-là. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis très vite, c'est vrai, syndiquée. Et le personnel de l'éducation, qu'on appelait les instituteurs à cette époque-là, provenait de couches sociales qui étaient différentes que celles que l'on trouve aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il y avait beaucoup de... Enfin, moi, je sais que j'ai été syndiquée parce que j'ai eu la chance de tomber sur une directrice d'école qui était à la Madeleine moyenne et qui venait des Basses-Alpes et qui était fille d'agriculteur. Bon. Je crois qu'il y avait une promotion dans ces milieux-là quand le fils ou la fille devenait instituteur. Aujourd'hui, du fait aussi qu'on leur demande maintenant un bac plus 5, c'est-à-dire qu'on leur demande quand même des masters, c'est pas n'importe qui peut aller à la fac jusqu'au master. Hein. Il faut que derrière, il faut que ça suive. Hein. Donc, je crois qu'on a un terreau, on va dire, qui est totalement différent. Mais je crois que l'idée de l'échec, c'est d'avoir perdu la confiance en l'efficacité. Oui. Parce que si dès qu'on remporte un succès, ça a été le cas, parce que c'est une victoire de l'hégémonie syndicale, hein, cette lutte contre la réforme des retraites. Parce que pour la première fois, l'opinion a tenu jusqu'au bout, et aujourd'hui encore, malgré toute la campagne et toutes les propagandes qui ont eu lieu. C'est une rare victoire de la période contemporaine. Mais l'accumulation d'échecs, de trucs qui ont loupé, où les gens se sont dissous, le mouvement s'est implosé, etc., ça fabrique une conscience de défaitiste. Et de dire c'est pas la peine, de toute façon ça ne marchera pas. Je crois que c'est une raison très importante, y compris au plan politique. Si on remporte une victoire, ça crée des conditions pour d'autres victoires. Et les échecs, c'est la même chose dans l'autre sens, il me semble. Pourquoi ne pas prendre l'exemple sur des pays où ça marche avec les syndicats? L'Allemagne? Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce qu'en Allemagne, même si on croit que ça marche, d'abord, vous pouvez être embauché si vous ne syndiquez pas. Donc, il y a une obligation. Ils gèrent la protection sociale. En Angleterre, ensuite, traditionnellement, les syndicats ont créé les partis politiques. Et pas chez nous. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. La CGT s'est créée de son côté, le Parti socialiste et puis les communes sont créées de leur parti après, indépendamment. La commune y a été pour beaucoup aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que même en Angleterre, quand il y a eu les fermetures sous Thatcher des mines, ils étaient syndiqués à 90%. Ça n'a pas empêché les mines de fermer. Et les plus gros, d'ailleurs, je parlais avec des Anglais qui ont vécu ça, moi je l'ai vécu aussi, qui disaient que la plus grande aide qu'ils avaient eue, et là vous avez été mieux compris,
c'était par les syndicats français, alors qu'on est minoritaire partout dans les entreprises. Écoutez, Voilà. est-ce que, Et dans l'enseignement où j'étais dans les Basses-Alpes, Oui. fille de commerçant, mais pas de... Voilà, j'avais un poste de remplacement, donc pendant un an, après je l'ai fait à Lyon, parce que à l'époque, les pieds noirs rentraient d'Algérie au fur et à mesure que... Donc, nous, on reculait. Eux, ils étaient prioritaires. Sur une année, il valait 3 dans ces études. Donc, ils choisissaient les postes et nous, au fur et à mesure, on reculait. Bientôt, moi, je me retrouvais à Calais, bientôt, j'étais en Belgique. Bon, alors, je suis partie de l'enseignement. J'ai quitté l'enseignement parce que c'était plus vivable. Mais excusez-moi, parce que c'était Attends, il y a... aussi le fait... Laisse parler tout le monde aussi. oui, demande je aussi. vais juste dire par rapport à l'Allemagne. Parce qu'il excusez-moi. connaît bien. Par rapport à l'Allemagne. Mais moi aussi, hein, L'Allemagne, au mais printemps, lui, alors que il- nous il a étions dans les vécu. luttes, il s'est Ouais, passé, ouais. c'est issu de la social-démocratie, certes. Hein. Il y a la DGB, par exemple. Le syndicalisme allemand est extrêmement fort. Ils ont fait, il y a au printemps, là, ils ont annoncé, tous les syndicats avec grosse union totale, ils ont demandé une augmentation de 10% des salaires. Et ils ont annoncé une grève qui a eu lieu dans toute l'Allemagne, les transports aériens, terriens, tout ça. Bon, à 2 heures de l'après-midi, il y a eu un début de négociation et à 6 heures, ils ont gagné. Seulement, toute l'Allemagne était bloquée. Voilà, c'est Et ça. quand l'Allemagne est Bloque bloquée, le pays. ils bloquent le pays. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Et là, ils ont eu la trouille. Alors, il faut se méfier, parce que l'Allemagne, c'est très particulier. Hein, parce que, en fait, l'Allemagne est le pays capitaliste le plus riche qui soit actuellement en Europe. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, et qu'ils sont ils ont des relations actuelles avec la Chine dont on ne parle pas. Ils sont énormes, ils vendent des Mercedes, il n'y a plus savoir que faire. La fameuse Mercedes entièrement fabriquée en Allemagne, elle est faite avec des parties qui sont composées en Chine, et il n'y a pas d'ENA en Allemagne, mais la formation de hauts fonctionnaires allemands, ils apprennent, il y en a beaucoup qui ont appris le russe il y a 15... pas le russe, le chinois, ils l'ont fait pour le russe aussi, le chinois, etc. Et ils ont des fonctionnaires qui sont dans le domaine, qui parlent le chinois. Alors l'Allemagne, c'est tout à fait particulier, parce qu'il y a un décalage dans le discours, parce que bien sûr, il y a aussi un discours mensonger, comme il se doit, tu parlais de langage, le langage est très souvent menteur. Bon, il reste une deuxième partie maintenant, Ouais. qui est la plus importante, c'est la réponse à la question. Mine de sang, Alors ça qu'est-ce va qu'on pourrait bien pas concevoir comme démocratie populaire? Alors on a 2 outils à notre disposition, parce qu'il s'agit surtout de jeter des pistes, et puis il n'y a pas de recette, et il y en a pas, c'est pas pour demain. L'outil qui est le mouvement social, le pratiquer et le comprendre et le connaître, parce que c'est ce qui est déterminant et décisif, quelles que soient nos réflexions théoriques. C'est le mouvement social qui a aussi beaucoup d'imagination, et souvent plus d'imagination que ceux qui le vivent. Parce que collectivement, il se passe des choses, et il y a des réactions, des surréactions, etc. Et ça fait des mouvements qui sont imprévisibles ou presque. Donc y compris pour ceux qui sont en face. Et puis le deuxième outil, c'est ce que l'on qualifie de marxisme. Je trouve que c'est un très mauvais nom. Il faudrait inventer autre chose, parce que c'est pas collé à Marx, c'est plein d'autres choses depuis plus d'un siècle, avec une accumulation de réflexions, de recherches, de compléments, avec tous les apports des sciences sociales, et il y en a un stock de plus en plus. Et donc on a cet outil, l'outil théorique et l'outil de la pratique, qui sont à notre disposition, et puis pas grand-chose d'autre. Puisqu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas se payer des experts à longueur de temps pour se professionnaliser dans la recherche doctrinale, malheureusement. Alors d'abord, il faut réfléchir au fait qu'aujourd'hui, l'État-nation est en train de disparaître. Avec la mondialisation, l'État-nation n'est plus le cadre limité qui enfermait la réflexion et les possibilités de changement. Il y a dans chaque société aujourd'hui des éléments extérieurs, exogènes, qui rendent compliquer encore la situation. Tout le monde se tient un peu par la barbichette aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Et en conséquence, analyser la situation dans un pays déterminé, c'est prendre en considération plein d'éléments qui n'étaient pas nécessaires d'étudier il y a encore 50 ans ou 100 ans.
puisque la mondialisation est là, toute société est composite, c'est une réalité composite, alors que les mouvements traditionnels, notamment révolutionnaires, étaient essentiellement le fruit d'un héritage national, nous en particulier. La révolution pour les Français, c'est la révolution de 89, c'est la révolution de juin 48, c'est la commune, c'est la libération, la résistance, etc. Tout ça aujourd'hui a besoin d'être repensé puisqu'il y a des éléments extérieurs maintenant qui pèsent, parfois de manière déterminante, au moins dans certains secteurs. Autre élément de réflexion, ce sont simplement donc des éléments des observations. C'est qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans l'ordre international, ce que l'on ne fait pas du tout, en règle générale. Les unions régionales qui se constituent actuellement, c'est une réponse à cette disparition de l'État-nation. Regardez, les 3 pays du Sahel se sont associés après avoir eu des ennuis avec la France. Mali, Burkina, Niger. Et il n'y a pas de choix. Je suis sûr pourtant que les traditions culturelles du Niger, du Burkina et du Mali sont très différentes, tout autant que chez nous en Europe. Donc, néanmoins, ils sont dans la nécessité de se regrouper pour survivre. Et c'est vrai dans n'importe quelle situation aujourd'hui. Et donc on a affaire aujourd'hui à des blocs hétérogènes. Par exemple, les BRICS et leur nouvelle organisation qui se développe face au monde occidental, il est très hétérogène. Entre l'Inde et la Chine, il n'y a vraiment pas de correspondance. Néanmoins, ils savent au moins ce qu'ils ne veulent pas. Les BRICS ne veulent plus de cet occidentalisme qui les écrase et qui décide pour eux dans tous les domaines. Et ça, c'est un acquis extraordinairement important. Et donc, quand nous jugeons les BRICS et quand nous jugeons les différents États qui en font partie, il faut savoir ce que l'on veut. Comme aucune révolution n'est un jeu de salon, il faut bien se supporter les uns les autres. Et je pense qu'ils sont en train de comprendre cela, et c'est déjà beaucoup. Je pense que nous, on a aussi à tirer des leçons, arriver à nous satisfaire, même si on n'est pas d'accord. Parce que sans être associés, on n'avancera plus du tout. Et je crois que les BRICS aujourd'hui, qui associent les Russes, les Chinois, les Indiens, le Brésil, etc., c'est un pas en avant extrêmement important, qui inquiète, je crois, beaucoup l'Occident. Beaucoup. Et les Américains. Bien sûr, les Américains en premier lieu, bien sûr. Ils mettent en cause l'hégémonie dans l'océan Pacifique. Oui, évidemment. Donc ça fait partie des éléments d'observation qu'il ne faut pas manquer, il ne faut pas louper. Alors, je vois parfois que des amis critiquent telle ou telle expérience politique extérieure. J'en suis un peu malade parfois, en faisant comme si c'était pas bien parce que c'était pas une belle réussite, un bon socialisme, une bonne révolution. On fait comme on peut, nous les premiers et les autres aussi. Ouais, moi sur les BRICS, ça va peut-être paraître un peu comme ça à l'emporte-pièce, mais j'ai envie de dire tout ce qui gêne les Américains, pour moi, me convient. Moi aussi. Et je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les contre-feux à l'hégémonie actuelle, c'est ces États-là. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Alors si on veut attendre que une nouvelle révolution chinoise ait lieu, ou une révolution socialiste en Inde, etc., on pourra attendre longtemps. Le corps ne sera plus là. Autre élément d'observation. Pourquoi nous sommes-nous débarrassés de cette notion de dictature du prolétariat? Si ce n'est par recherche de compromis. Ça me dérange parce que je crois que le compromis est impossible entre des classes sociales antagoniques. C'est pas possible. On peut le pratiquer parce qu'on n'a pas le choix dans telle ou telle circonstance. Autre chose est de l'admettre théoriquement. C'est tout à fait différent. La dictature du prolétariat, c'était simplement que un État, à l'époque, un système a une seule logique, c'est d'être soit dans l'alignement des dominants et des privilégiés, soit dans l'alignement des intérêts des dominés et des exploités. Et les compromis, c'est de la tactique. Ça n'a rien d'analyse doctrinale, ça n'a rien d'une analyse doctrinale. Et quand on a abandonné cette position, ce que je n'ai pas fait pour ma part, je m'en réjouis, encore aujourd'hui, c'est sans doute pour des raisons électorales, mais certainement pas pour des raisons théoriques. Il n'y a pas de compromis possible, et c'est pourquoi je crois que les solutions radicales sont les seules à concevoir, parce que sans cette radicalité, il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est des compromis qui nous rouleront dans la farine. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi, du moins ici.
il faut, troisième observation, des institutions et un droit qui permettent l'exercice de la démocratie. Pas qui... Le contraire même de la Ve République, c'est facile à prendre comme exemple. Il faut écarter cette République du bavardage qui ne pratique pas du tout le compromis, qui n'est ni de droite ni de gauche, qui est seulement de droite, comme c'est la tradition depuis la plupart des régimes. Le préambule n'a pas de valeur contraignante. Alors on peut chanter toutes les valeurs des droits de l'homme et les libertés. Il n'a aucune valeur contraignante. Quand on voit remplacer par exemple le principe d'égalité par l'égalité des chances, on transforme la République en loterie. Ce n'est pas du tout le principe qui était prévu en 1793. Le présidentialisme, n'en parlons pas. Avec le suffrage universel, c'est vraiment une école d'infantilisation. On transforme nécessairement les partis à nouveau en comité électoral, comme au XIXe siècle, parce qu'on est tout le temps en période d'élection. En France, on vote tous les 2 ans à peu près, et tous les 5 ans pour les présidentielles, ce qui fait que le reste du temps, il n'y en a plus. Et c'est un poison ce présidentialisme. Absolument, et je pense que les élections en général aujourd'hui deviennent un pourrissoir. Parce que les tactiques l'emportent sur toutes les stratégies, ne serait-ce que pour assurer des survies. Et en conséquence, les élections, c'est un excellent moyen de maintenir la situation dans l'État. Ce que je veux dire, Robert, c'est que la monarchie présidentielle, là je vais faire fort, mais on la retrouve dans les partis, dans les syndicats, dans les associations. Bien sûr. Et dans tous les groupes, de quelque nature... C'est devenu le modèle institutionnel. C'est devenu le modèle. Le paradigme, comme disent les gens qui causent bien. C'est le modèle. C'est sûr. On le retrouve partout, y compris dans nos partis à nous. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et le végétariat, qui est la règle générale, que ce soit au football, que ce soit au ping-pong, que ce soit au cinéma, à la chanson, il faut des vedettes. S'il n'y a pas de vedettes, c'est pas bon. Et ça, c'est transmis à toute la société. On a Macron en haut et on a un tel chanteur de rap ailleurs. Réduction du pouvoir législatif. Il faudra travailler avec précision sur ce fameux article 34 de la Constitution dont on parle souvent, qui enferme le Parlement dans des compétences très limitées, ou l'air 49.3 évidemment, que tout le monde connaît maintenant. Le Conseil constitutionnel, c'est beaucoup à discuter parce que ça enferme les parlementaires qui sont, dont les lois sont contrôlées par un organisme politique. Un organisme politique qui contrôle le législateur, ça réduit la notion d'intérêt général, évidemment, puisque si par hasard une loi d'intérêt général passe et que la majorité qui a désigné les membres du Conseil constitutionnel n'est pas d'accord, c'est bloqué. Donc là encore, même chose avec le Sénat, qui est toujours un instrument de conservatisme et qui est à examiner dans son existence. Et puis il n'y a aucune procédure qui existe qui permet aux citoyens de contrôler les titulaires des pouvoirs. On pourrait imaginer par exemple que des citoyens ou des associations puissent saisir les cours des comptes, régionales ou nationales, de manière à contrôler l'activité financière d'un certain nombre de structures et d'organismes. C'est pas possible. Il y a donc une situation d'inégalité qui est insupportable. Autre observation, et c'est la question fondamentale. Il faut imaginer, et parvenir un jour peut-être, pour maîtriser son travail, son quotidien, son emploi, une sécurité sociale généralisée. La Sécu donne le modèle, donne la référence pour les problèmes de santé, pour les problèmes d'assurance diverses. On peut imaginer que pour supprimer la peur du lendemain, pour fabriquer un socialisme du quotidien, il faut concevoir une sécurité dans tous les domaines, sécurité alimentaire. Regardez la situation actuelle d'un certain nombre de gens. Parce que plus de 15% maintenant des Français, c'est épouvantable. Et 30% de gens qui sont dans une situation incertaine. Sécurité sociale pour supprimer le chômage, la peur du lendemain et les précarités, qui assurent à chacun des éléments de survie. Et on est assez riche pour ça aujourd'hui, on peut se le permettre, si on le voulait bien sûr, s'il y a une volonté politique. Et puis sans doute aussi des garanties contre les perturbations de l'environnement et du climat, qui est une sorte de mobilisation générale pour assurer collectivement
la lutte contre les perturbations climatiques et les pollutions de toute nature. On en est toujours très loin, et vous voyez qu'à chaque fois on recule. Regardez pour le glyphosate, on veut reculer de 10 ans maintenant, sur le pourrissement des terres, l'air, la terre, l'eau. Qui est-ce qui nous dit ce qu'on respire aujourd'hui, y compris à Nice ou ailleurs? Personne. Et personne n'est là pour le contrôler. Et personne n'est là pour le gérer et l'assurer. Si ce n'est une petite élite qui reste très discrète parce que ça coûte cher et ça bouscule l'économie. Et l'économie a toujours priorité. Il faut parvenir à faire, grâce à ces systèmes de sécurité, des citoyens décideurs, être décideurs. C'est ça une démocratie, c'est permettre à chacun de devenir un décideur et un centre d'initiative. De ne pas être des demi-sujets, comme nous le sommes actuellement à l'exception des élections. Et je pense que là encore, un communisme du quotidien, c'est quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup. Ça me semble être une revendication essentielle. Et un communisme du quotidien, c'est un communisme qui englobe tous les problèmes. Tous. Qu'il s'agisse du bien-être, qu'il s'agisse d'une société plus viable, des villes plus confortables, d'accession aux richesses culturelles. Ne pas s'interroger seulement sur le pouvoir d'achat. Je suis évidemment, c'est fondamental. Pour une majoration du pouvoir d'achat, je serais mal placé pour ne pas m'intéresser à cela parce que je suis un privilégié. Mais vraiment, il faut s'ouvrir sur tous les problèmes. Et tout est prioritaire. Je ne sais plus qui a dit cela, mais c'était un révolutionnaire du tiers-monde. Tout est prioritaire. Et exclure des priorités certains problèmes par rapport à d'autres, qui empêchent précisément de concevoir, d'imaginer même un communisme du quotidien, je crois que ce serait une faute qui ne serait pas pardonnée. Alors en conclusion, la démocratie ne sera jamais un paquet cadeau qui va un jour nous tomber sur la tête, soit parce qu'il y a eu un sauveur suprême, l'international disait de s'en méfier, soit parce qu'il y aurait un miracle quelque part. J'ai le doute des miracles en dehors de ceux de Lourdes, sur lesquels même l'Église est prudente. Particulièrement, je pense le Père François, que je cite, le Pape François, que j'apprécie particulièrement, et si l'Église avait été cela depuis longtemps, il y aurait beaucoup de choses peut-être de changer. Quelle leçon il a donnée au président Macron. Hein. Ouais. Quelle leçon, il ne peut qu'y applaudir. Je crois que la démocratie, c'est une création continue. Ça ne peut être une création continue. Demain, il va surgir de nouvelles questions, de nouveaux problèmes, de nouvelles contradictions. Et pour les résoudre, il faudra des solutions démocratiques qu'on ne peut pas imaginer à l'avance. Au fur et à mesure des problèmes, on les résout. Et on ne peut pas résoudre des problèmes dans l'abstrait. Une création continue. Cette idée-là est très importante parce que, pour un juriste notamment, c'est un coup dur, puisqu'il doit être toujours en éveil pour modifier la loi qui ne peut pas être éternelle. Alors qu'on nous dit tout le temps, la loi, c'est la loi. Non, la loi, c'est pas la loi, c'est une mesure éphémère faite pour réguler à un moment donné un problème déterminé. Et donc, il y a de quoi en recruter beaucoup pour être à jour. Création continue qui a besoin de forces politiques et de citoyens de qualité. Et sans cette qualité, je pense que les choses sont difficiles. Je pensais à Lénine tout à l'heure, nous ne sommes pas assez civilisés, comme il disait, mais je pense aussi à Maïakovski, sachant comment il s'est terminé sa vie, oui, en se suicidant parce que précisément, il a eu tous les ennuis possibles avec son communisme à lui. Tous les ennuis possibles avec son parti et avec l'accueil qu'il avait parfois dans les entreprises où il essayait de les sensibiliser à la poésie. Enfin, l'international doit être pris au sérieux, en considération, par tous les citoyens, pas seulement par des spécialistes, par tous les citoyens. Ça ne peut pas être un domaine réservé à une élite, à des experts ou à des faux experts. Regardez, en ce moment, il y en a un stock qui passe à la télévision, notamment sur LCI. Il n'y a plus que des spécialistes de la Russie maintenant. Moi qui travaillais sur cette question-là pendant une dizaine d'années, je n'en connaissais pas beaucoup. Ah, maintenant, il y en a partout. Partout. Et en tout. Il y a de tout. Il y a notamment de jeunes femmes venues d'Ukraine qui sont très belles. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise pour faire une experte. Encore ça dépend, évidemment. Donc, ce n'est pas un domaine réservé
c'est un domaine qui doit être, comme les autres compétences, sous la maîtrise des décideurs que sont les citoyens. Et c'est absolument nécessaire pour mener la lutte contre l'hégémonie occidentaliste. Pour mener la lutte contre cette hégémonie occidentaliste, il faut savoir ce qu'il en est dans tous les domaines. Évidemment, c'est impossible. Autrefois, on disait l'honnête homme du XVIIIe siècle, c'était concevable, étant donné le niveau des connaissances. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais ce qui est possible, c'est la collectivité, c'est l'intelligence collective. Et je pense que ça, c'est toujours concevable et toujours possible. Et pour l'intelligence collective, il faut des partis, il faut des organisations, des centres de réflexion, où on puisse se compléter les uns les autres, et contre tous ceux d'en face qui font semblant d'être des sachants. Moi, je terminerai avec Gandhi, avec une citation de Gandhi. « La démocratie, c'est une bonne idée, disait Gandhi, mais peut-être devrions-nous la mettre en pratique. » Je termine aussi par les paroles de l'Internationale. Il n'y a pas de sauveur suprême, donc ne comptons pas là-dessus. Nous sommes ceux que nous attendons. Et il n'y a personne d'autre. Nous sommes ceux que nous attendons. Et si on va chercher chez le voisin, on ne trouvera pas de réponse. Voilà, on a cédé sur beaucoup de choses, notamment sur le mot démocratie, comme on disait au début. Je crois que la démocratie, comme disait Derrida, c'est toujours à venir, ça sera toujours à venir. Et ça se construira demain, après-demain, par tous nos successeurs, nos héritiers. Et peut-être, effectivement, ils feront mieux que nous, comme disait quelqu'un. Alors, si vous permettez, moi, c'est bien. Si vous permettez, la démocratie, c'est l'engagement citoyen. Parce que regardez, quels que soient les Occidentaux ou d'autres, aujourd'hui, on parle toujours d'élections, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, de partout. Quelles élections? Tout le temps. Et c'est faire croire en même temps que c'est la démocratie, que ce soit en Russie, en Chine, aux États-Unis. On parle aussi en Afrique. Voilà. Et on a voulu imposer un système électoral à l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la France perd beaucoup de terrain, parce qu'on a voulu donner des leçons aux Africains, et aujourd'hui, ils veulent se gérer eux-mêmes. Sans oublier le poids du franc CFA qui les étouffe. C'est toujours la France qui décide, c'est le Trésor français qui décide de la monnaie africaine. Mais il y a cet aspect-là. Et après, il y a aussi sur le système électoral. Moi, par exemple, je connais bien la Bulgarie, parce que j'y vais souvent. En 2 ans, 5 élections législatives. Pour quelle raison? D'abord, il y avait un Premier ministre mafieux, etc., mais qui fait les meilleurs scores, il fait 25%. Il y a plein de petits partis. Il y a les élections, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale. Ça fait 2 ans. Et là, pareil, la nouvelle Assemblée nationale, elle va être dissoute, et il va y avoir encore d'autres élections, et ils n'ont plus de sortie. Donc ça, c'est la proportionnelle intégrale. Après, bon, nous, ce qu'on subit, c'est le système électoral présidentiel qui est catastrophique. Après, il y a eu le modèle, alors là, c'était surprenant, de la Belgique. Pendant 2 ans, ils n'avaient pas de gouvernement, et le pays, il n'a jamais aussi bien marché. Voilà. Donc c'est l'image, le système électoral, c'est l'image qu'on donne de la démocratie qui trompe les gens. Ce qu'il faut, c'est ta conclusion, il faut des organisations, il faut que les citoyens s'engagent, parce qu'on n'y arrivera pas. Ce ne sera pas une constitution qui va permettre la démocratie réelle sur la planète, parce qu'on voit comment ça se passe. Voilà un peu... À un moment donné, vous avez dit un changement passe à travers une radicalité. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce mot radicalité? Je vois qu'on a l'image de... Aujourd'hui, on cultive l'idée qu'il faut apaiser les gens, qu'il faut avoir le sens des nuances, on entend ça très souvent, qu'il faut passer des compromis, qu'on peut tous s'entendre, l'union c'est formidable, l'union sacrée. Et donc on va s'en sortir si on s'aime tous ensemble. Faisons tous toute l'amour ensemble. On dira bien, ça s'appelle d'un certain nombre, mais je n'ai pas besoin d'insister. Je crois que les choses réelles, c'est pas celle-là. Il y a des choix à faire qui imposent des logiques différentes, radicalement différentes. Comment voulez-vous vous mettre d'accord entre quelqu'un qui est propriétaire et dont la rentabilité de sa propriété est déterminée par le fait qu'il paye mal ceux qui travaillent pour lui? Quel compromis voulez-vous passer?
Il va toujours essayer, et c'est logique, et peut-être je le ferais si j'étais un héritier. Il va toujours essayer de gagner plus que de ce qu'il va distribuer. Sinon, il rentre au monastère. Hein. Bon, ça arrive. C'est quand même pas la règle, puisqu'il y en a de moins en moins. Hein. Et ils sont aussi désespérés, sans doute, de la situation. Donc, il faut choisir. Je sais bien que c'est toujours très difficile. Les choix sont terribles. Mais... Et donc, quant à la violence, puisque le problème se pose à cette occasion, personne ne choisit la violence. Regardez les westerns, moi je vois très bien, c'est le premier qui tire, qui gagne. Mais personne n'a choisi de tirer, de prendre le risque de se faire tuer en tirant sur l'autre. Simplement pour s'en sortir, on tire et on gagne éventuellement ou on perd. La violence dans l'histoire, elle n'a jamais été décidée à blanc. Hein. On n'a pas dit, tiens, demain on va massacrer les gars d'en face, on va y aller. Hein. C'est les circonstances à chaque fois qui déclenchent des mouvements, des affrontements. Il y a un prix à payer pour changer l'histoire. Les pages d'histoire, elles ne se tournent pas toutes seules. Hein. Regardez l'histoire de la France. S'il y a un pays où la violence a fonctionné en permanence, c'est bien la France. Et qui oserait dire que c'est un seul camp qui l'a utilisé? Regardez, moi 48, j'aime bien cet exemple. Révolution politique pour établir la République. On est tous d'accord. Bourgeois et ouvriers, il y a une formule même des bourgeois qui disaient, j'enlève mon chapeau, je tire mon chapeau devant la casquette ouvrière. Juin 48, c'est pas longtemps après. Mouvement social, on mitraille et on enferme. Qui? Ceux qui sont menacés, les bourgeois. C'est la règle du jeu. On s'aimait bien quand il s'agissait de taper sur le même ennemi, les monarchistes, puis on ne s'aime plus quand on risque de perdre la place. La Commune de Paris, c'est la même chose. Qui a décidé de massacrer? Tiens. Il y a eu effectivement l'archevêque de Paris qui y est passé. C'était peut-être pas nécessaire, mais c'est comme ça. Ça se produit. Oh, mais quand même, pendant la Commune, c'est un peu différent parce que Paris est assiégé par les troupes. Oui, il y a mille raisons. Ils ont été abandonnés par toutes les élites. Il y a mille raisons. Il y a les aussi gens sont partis à Bordeaux, il y a ils aussi sont la partis à bêtise. Versailles. Mais il y a aussi la bêtise, vous savez. Le race vendait Saint-Louis. La Commune n'a pas été qu'un rassemblement de saints et de gens intelligents et des gens stratèges. J'ai travaillé un petit peu dessus, c'est pas toujours comme ça. On s'est bien bagarré aussi. Entre l'international, entre les mouvements anarchistes, etc. Il y avait les Proudhoniens, c'était la bagarre entre soi. Hein. Mais ils essayaient de monter à l'assaut du ciel, comme on a dit. Puis ça a loupé parce que les autres ont tiré plus fort qu'eux. C'est comme ça. La résistance, qui est-ce qui a choisi d'entrer dans la résistance? J'ai l'impression que c'était un sacré choix. Hein. Ça a d'ailleurs fabriqué des gens assez exceptionnels, puisque les situations de crise, ça permet toujours de décanter les vrais et les faux, hein, dans tous les domaines. Bon, j'en ai connu quelques-uns de vrais, et c'était important. Bon, on ne parlerait pas des autres. Cathy, C'est sur le même sujet que... Non, c'est possible. Oui, non, parce que moi, c'est peut-être un sujet qui se rapporte davantage à la première partie de l'expo. Est-ce que, quand on parle des scopes, est-ce qu'on peut parler de structure déjà d'îlot, on va dire, démocratique? Tout à fait. Je crois que c'est une expérience qui est à observer, à étudier, à développer peut-être, c'est sûr. Ça fait partie des formes d'autogestion sous une forme ou sous une autre, de coopération sous une forme ou sous une autre, en évitant aussi que les coopératives s'isolent et soient coupées des autres, hein, notamment du système bancaire par exemple. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, bien sûr. Je crois donc tout se tient. C'est le système. Si les banques ne sont pas à la disposition de l'économie, ou d'une certaine économie seulement, on est foutu. Donc il faut... Tout est lié. Oui, tout. C'est dans ce sens qu'il y a radicalité nécessaire. Ouais. On ne va pas observer une coopérative comme dans un musée, hein. Ça ne marche pas tout seul. Il faut par exemple que les banques fassent de la trésorerie, etc. J'ai une question encore, s'il te plaît. La question de la Constitution. La Constitution permet ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est, je te pose la question,
cette question de constitution n'est-elle pas essentielle à l'heure qu'il est? Elle est prioritaire, le reste aussi. Mais ce qui me serait catastrophique, c'est de ne pas s'y intéresser du tout. Ce qui n'est pas loin d'être le cas. Tout est permis avec cette... Il a les pleins pouvoirs. Mais c'est logique. Est-ce qu'on est encore en République? Non, Certainement on n'est pas. depuis Et il y a une chose à 50 observer, entre parenthèses. Regardez les restaurations à Paris des ministères qui ont toujours des grandes grilles avec marqué dessus RF. Ça a été restauré ces dernières années, c'était nécessaire. Le RF n'est plus là. Les timbres de poste, il y avait marqué République française, maintenant il y a marqué France. Mais j'ai parlé de l'Allemagne. L'Allemagne c'est pareil, c'est Deutschland, c'est plus Bundesrepublik. Hein. Donc, le langage a son importance, si on sait quelque chose. Hein. Oui, non mais... Oui, bien sûr. Mais quand je dis le langage, le discours, c'est le discours qui est mensonger. Hein, c'est pas le langage. Hein. Mais à propos de langage, je vais quand même vous dire ça. Je vous parlais de Lacan. Lacan a été reçu en 68 par les étudiants à Vincennes. Et il se pointe, tout ça, et il se fait siffler comme il n'est pas permis. Et sa gueule, sa puissance, etc. Il ne bouge pas du plateau. Il ne bouge pas. Il les regarde et leur dit « Vous cherchez un maître !» Et il est parti. Et quand vous voyez le résultat des courses, qui était quand même assez étonnant, chercher un maître, hein, c'est ça qui nous perd aussi. Et y compris actuellement avec des dirigeants de partis, où il y a parfois, je ne pense pas maintenant tout à fait à l'actualité, mais si on cherche un maître, on est vraiment foutu. Et c'est ça le fond du problème. Hervé. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Là. Et après Hervé. Et Hervé après. Mais au niveau de la Constitution, il y a des textes de loi privés dans la Constitution qui ne sont pas du tout appliqués et respectés. Et c'est pour ça qu'il faut être, des fois, du côté radical. Parce que si on ne prend pas des positions radicales, on n'arrive jamais, on n'avance pas. Si on ne prend pas des positions radicales contre l'impérialisme, contre le colonialisme, ce qui se passe en ce moment en Afrique ou dans les DOM, on n'en parle pas trop, mais si on ne prend pas de positions radicales, ces gens-là, ils vous écrasent, ils vous bouffent. Et après, on dit, bon, on n'aime pas la violence. Ceux d'en face, ils ont tous les moyens. Mais il faut savoir. Ils ont ceux qui peuvent acheter, notamment dans le monde intellectuel. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a un stock de gens qui en vivent bien. Hein. Les soi-disant experts de toutes catégories, il y en a autant qu'on veut. Hein. Ils ont les forces de l'ordre, ou du désordre. Ils ont tout à leur disposition. Là, il faudra toujours que l'histoire nous dise si ce sont des forces de l'ordre ou des forces du désordre. Les choses ne sont pas si simples. Dans l'histoire de ça, si on se souvient de l'affaire Gladio en Italie, on les appelle les forces du désordre. Voilà. Il y a Hervé, je crois. Etc., etc. Moi, c'était par rapport au thème justement de la démocratie. Alors, j'avais une réflexion qui ne va peut-être pas remonter le moral. Vas-y, on a déjà tout dit. Alors, c'est lié à une observation que j'ai pu faire dans des structures, on va dire, de la plus basique à la plus élevée, qui fonctionnent quelquefois sur des logiques différentes, voire antagonistes, et qui pourtant, c'est un phénomène similaire. C'est que, alors, on dit quelquefois que le pouvoir, ça repose sur un pouvoir de type charismatique avec un leader, ou un pouvoir démocratique qui repose sur une forte participation de tout le monde. Mais dans les faits, j'ai l'impression que sur la longue durée, et quelles que soient les structures, autoritaires, anti-autoritaires, verticales, horizontales, il y a une catégorie, on va dire, minoritaire qui se dégage et qui, de fait, alors même si de droit, ils n'ont pas de position supérieure par rapport aux autres, mais de fait, ils en viennent à exercer un pouvoir de fait, c'est tous ceux qui, alors soit par leur position, soit par leur investissement, s'investissent sur le long terme sur toutes les questions d'organisation et de fonctionnement interne. Des organisations aussi basiques qu'elles soient, aussi bien très élevées, quoi. Et on va dire c'est tous les gestionnaires, les administratifs, les bureaucrates, les managers, et ça, pas seulement dans des entreprises, y compris dans des syndicats, des associations, des copropriétés, même y compris familiales, enfin bon. C'est les gens qui
entre guillemets, font tourner la boutique et l'arrière-boutique, font bouillir la marmite, s'occupent de que la lumière fonctionne quand ça marche pas, que la voiture quand on met le contact, la voiture démarre. Enfin, c'est tous les gens qui, sans forcément exercer des fonctions d'exécution de base, mais en termes de, on va dire, de tour de contrôle, de gestion de pilotage, font en sorte de s'occuper d'un ensemble de tâches essentielles au fonctionnement, on va dire, quotidien, et qui peuvent être, qui sont pas très sexy, quoi, qui sont assez rébarbatives, astreignantes, et sur lesquelles on a du mal à s'investir de manière durable. Et c'est pas forcément les gens qui ont, on va dire, les plus intellectuellement brillants, ou les plus charismatiques, ou les plus créatifs, qui vont justement s'investir longuement sur ces problèmes très basiques et terre-à-terre et quotidiens d'organisation et de fonctionnement. Et ça, j'ai l'impression que, quels que soient les types de régimes, de sociétés, on retrouve un peu toujours ces mêmes choses, c'est-à-dire que c'est cette minorité, qui n'est pas forcément une minorité qui veut incarner un pouvoir de manière consciente, mais de fait, c'est ces gens-là qui se mobilisent, qui s'investissent à faire tourner la boutique, à faire que les choses fonctionnent, on va dire, qui finit, on va dire, même si il y a quelqu'un qui est sur le podium, qui incarne le pouvoir, en réalité, c'est eux qui sont le pouvoir réel, quoi, par rapport à la nation. Je peux donner une illustration à ce que tu dis. C'est l'éducation nationale. Ce qui est frappant dans l'éducation nationale, c'est effectivement le rôle des personnels administratifs à tous les niveaux, et surtout, et en particulier dans les inspections académiques et les rectorats, qui sont une concentration particulière de personnel administratif, de gestion, etc. Ce que je veux dire, c'est pas pour les critiquer, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que tu faisais non plus. C'est leur rôle, ils l'exercent, ils l'assument. Voilà, et on ne va pas le leur reprocher. Mais effectivement, les fonctions qui sont les leurs, elles ont effectivement tendance à s'inscrire toujours un ton en dessous, dans la discrétion, dans la durée, dans la régularité, dans la loi c'est la loi, le règlement c'est le règlement, etc. etc. Bon, ils apportent de la sécurité, mais en même temps, peut-être, c'est au détriment de quelque chose, probablement. Hein. Mais bon, ça, je m'arrête là parce que je ne veux pas les critiquer, j'en ai fait partie. Ils mettent de l'huile dans les rouages. Ils mettent de l'huile dans les rouages. Bon, voilà. Mais c'est vrai, je me reconnais dans l'intervention. Le problème, c'est que justement, par ce, entre guillemets, confort, entre guillemets, qu'ils assurent, on va dire, à l'ensemble de la société, ils justifient, on va dire, la masse de la société de ne pas s'investir de manière active, puisque les choses fonctionnent finalement, pourquoi s'enquiquiner à faire des trucs qui sont emmerdants? Moi, je crois que la seule réponse que j'imagine, c'est faire le plus possible des citoyens décideurs. Le bavardage, je crois, dans un pays comme le nôtre, par exemple, c'est fini. Ça n'intéresse plus personne de discuter. Il y en a marre de discuter sans jamais décider. Si on multiplie les décideurs, l'administration deviendra vraiment l'exécutif. Il faut que l'exécutif, ça soit concret. Que ceux qui sont en permanence soient des exécutants, et seulement des exécutants. De ceux qui décident, qui seraient le plus de citoyens possible. Or, c'est un peu l'inverse aujourd'hui. Les décideurs, c'est l'exécutif. C'est un vol, hein, une capture. Ils ont capturé le pouvoir partout, alors qu'ils ne sont que des exécutifs. Ça me paraît une pathologie très lourde de la société. Et il faut augmenter donc toutes les techniques et les procédures pour faire que l'individu soit un décideur. Je pense par exemple les réunions, plus elles sont à l'origine de décisions, plus elles mobilisent les citoyens ou de membres d'un parti. S'il s'agit de décider de quelque chose, on vient. S'il s'agit de bavarder, on vient ou on ne vient pas. Il y a quand même des lieux où ça existait bien, par exemple le conseil d'administration d'un collège auquel je faisais partie, on discutait, mais on prenait des décisions très concrètes. Donc il y a des lieux où ça fonctionne.
Il faut vraiment être des décideurs. Qu'on sache à l'ordre quand on est convoqué, qu'on va décider ceci ou cela. Bavarder, c'est... Moi, je voulais citer un exemple qui est à la fois politique, qui est aussi syndical et puis du travail. Donc ça couvre à peu près la totalité de la vie. C'est-à-dire que c'est l'exemple de la coopérative 1339. C'est le TNFA qui est 1336. 1339, c'était le nombre de jours de grève qu'ils avaient. Non, 1336. 1336 jours de grève. J'ai connu qu'ils avaient fait 3 jours de grève. 1336 Voilà. jours de grève. Alors, ils avaient Contre Unilever. Pas n'importe qui. Hein. Oui, Contre oui, Unilever. Ah oui. Ouais. Bon, ça va les Marseillais. Hein. Ah oui. C'est pas Marseille, c'est au Non, mais c'est Non, c'est Gémenos. C'est même pas Auvergne, c'est Gémenos. Alors, donc, le terrain sur lequel est bâtie l'usine appartient au conseil Régional. qui loue le terrain. À l'époque, c'était 5 millions d'euros l'année. Quand le conseil général, le régional a changé de majorité, le loyer a été multiplié par 4, ce qui n'a pas été le cas des terrains qui louaient à des entreprises privées. Ah oui. Par contre, ce qu'il y a dans l'entreprise, c'est qu'ils se sont organisés que à chacun à son tour est PDG. Chacun à son tour achète là-bas. Chacun à son tour doit faire les œuvres de manutention, c'est-à-dire exploiter les piquets, prendre les vacances, recevoir les visites, tout ça. Donc, ils ont une polyformation complète sur la branche. Et chacun à son tour est chargé de faire des recherches, par exemple pour faire des jus de fruits, comme ils ont fait maintenant, les sodas, les eaux minérales avec des parfums de fruits véritables, les boissons bio et tout ça. Et ils développent d'autres trucs là. Par contre, ils m'ont dit que normalement, ils avaient encore 10 anciens salariés de l'usine qui n'avaient pas pu être rembauchés. Ah, encore 10. Oui, encore 10. Moi, je voudrais répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec vous, mais est-ce que ça, c'est pas un problème de l'histoire qui commencera alors qu'on est encore en préhistoire? Ouais. Parce qu'il va y avoir 1000 problèmes, l'histoire continue. Hein. Ah oui. La vraie histoire, peut-être. Celle-là, par exemple. Comment un individu s'impose contre un autre alors qu'il n'a pas de qualité particulière. C'est peut-être les autres problèmes qui vont se poser, qui vont continuer. Même chose dans les relations de couple, dans les relations familiales, dans les relations de ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Voilà, il y a encore du boulot. Hein. Mais pour le moment, notre bataille, elle est primitive. Les relations, mes femmes, C'est la elles ont bataille encore pour du la boulot à bouffe, c'est faire. la bataille pour la survie, c'est la bataille pour se loger, c'est la bataille pour manger. Une question encore. C'est une bataille Robert. lamentable, Robert, pitoyable. Hein. tu as mentionné le mouvement social tout à l'heure. Là, on est dans une période particulière puisque le mouvement social, il a été uni pendant 6 mois, il l'est encore. Bien. Et tu faisais du mouvement social un des piliers, un des points d'appui. Pas d'autres, pas beaucoup d'autres. Pas beaucoup d'autres, pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Comment tu apprécies les relations entre le mouvement social et les partis politiques? Et j'ajoute, question subsidiaire, mais extrêmement liée à la première, qu'est-ce que tu penses de la charte d'Amiens, qui, je le signale pour tout le monde, la charte d'Amiens, parmi tout ce qu'elle dit entre autres choses, elle dit que le mouvement syndical doit à tout prix se tenir à l'écart des partis politiques, qu'il détermine sa politique lui-même. Bon, c'est lié à l'histoire, à la culture anarchiste primordiale du mouvement syndical en France. Bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un blocage, un problème? Moi, je crois que d'abord, la difficulté des forces politiques aujourd'hui, c'est qu'elles se battent pour la survie. Et ça crée de multiples problèmes difficiles à régler. Alors peut-être les forces syndicales qui sont quand même largement plus puissantes et mieux organisées, avec beaucoup plus d'adhérents, etc., n'en sont pas là.
Il y a un décalage très fort entre le statut des forces politiques d'aujourd'hui et le statut des syndicats, qui ont quand même un peu plus de marge de manœuvre. Je crois que les partis politiques n'en ont pas beaucoup. Si on connaît le nombre d'adhérents totalisés, tous partis confondus, ça ne fait pas la foule. Je crois 400 000 personnes au maximum. Ah, au maximum. 400 000 pour 66 millions de Français, ça ne fait pas beaucoup. Les syndicats, c'est quand même nettement mieux. Et ils ont quand même un certain nombre de ressources et de moyens qui leur permettent d'avoir devant eux un certain nombre de perspectives. Les forces politiques, aujourd'hui, sont à la limite de la survie. Quand on sait combien il y a de militants dans chaque département, tout parti confondu, ne parlons pas seulement des militants, mais si on dit que les militants, alors ne parlons pas des adhérents. Les adhérents, c'est un peu plus, mais les militants, alors, c'est encore nettement moins. Donc il y a des préoccupations de survie. Et la survie, ça favorise les compromis et pas la radicalité, ça c'est sûr. Mais que faire de la charte d'Amiens? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question. En fait, à mon avis, tant que les syndicats font leur travail, je crois que ce n'est pas le moment d'y toucher trop. Hein. Pour le moment, ils le font mieux que les partis. Oui, puis je crois que les 6 mois qui viennent de passer l'ont prouvé quand même, hein, parce que quand même Et puis on a gagné. L'union syndicale. On n'a pas gagné contre la réforme, mais on a gagné au niveau de l'opinion. C'est la première fois depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. 80% des Français. Hein. Ah oui, c'est énorme. C'est un grand succès. Je pense qu'on devrait populariser ça, expliciter ce que ça signifie. C'est un grand succès hégémonique. Travaillant sur l'hégémonie, c'est vraiment une question, une illustration. C'est possible. Donc si c'est possible, ça peut être là, ailleurs. C'est quand même un événement qu'on n'a pas vu très longtemps. Regardez comme ça, c'est disloqué en général. Les mouvements revendicatifs, les échecs, divisions, etc. Là, unité et victoire dans l'opinion. Et une victoire dans l'opinion contre la télé, contre les réseaux sociaux, contre le discours dominant, c'est formidable. Il faut le faire. Même le Parlement et le Sénat, en l'occurrence, ils se sont... C'est quand même un cas relativement unique dans les 10 dernières années. C'est parce que la question... Ils n'ont pas été vitale. bénis, oui, ça ne pas complètement. Le pouvoir d'achat, c'est tout aussi vital. Les problèmes d'environnement, c'est tout aussi vital, peut-être encore davantage, etc., etc. Parce qu'on n'arrivera pas à la retraite pour certains si le temps ne s'améliore pas. S'il fait 60 tous les étés, il y aura moins de retraités, ça c'est sûr. Le problème aussi, c'est que les forces politiques sont très mobilisées sur cette espèce d'électoralisme. Et là, il y a beaucoup de compromis, beaucoup de tractations. Et inévitablement, ils arrondissent les angles. Je vois des gens qui se rassemblent contre la nature pour obtenir une place. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un Guadeloupéen qui brigue la vice-présidence du Sénat. Alors, ben, ça encore, c'est un coup de Macron qui veut montrer que bon, il met quelqu'un d'énorme, vice-président du Sénat. Mais ce bonhomme-là, il est au pouvoir de toute manière, c'est le qui dirige tout. Mais on a un otage. Oui. Une belle figure. Ah ben tout à fait. Mais on en D'être otage, c'est rentable. Mais je crois qu'on en revient justement. Non, mais ce sera le noir de service. Ah ben, bien sûr. On en revient un peu à ce qu'on disait, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, on est dans cette 5e République, qui est une République qui n'a plus que le nom, parce qu'on est dans un présidentialisme qui finalement fait qu'il y a une... Mais partout, c'est ça qui est dramatique voilà. dans le monde. Hein. Mais oui, voilà. Mais je veux dire que toute la société, l'organisation de la société découle de cette, j'ai envie de dire, de cette... Moi, je suis très préoccupé que la direction chinoise, la direction brésilienne, la direction française, la direction américaine, la direction russe sont tous des pouvoirs très personnalisés et très restreints. Très restreints, combien ils décident. Ils sont combien décidés de l'essentiel? 10, 15, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Et ça se répercute à tous les niveaux dans la société. Dans les pays du tiers-monde, n'en parlons pas, c'est la même chose. C'est une famille, un clan, une tribu, une ethnie, c'est terrible. Et ajoutons encore un autre aspect à l'extrême limite du sujet, mais c'est qu'il y a des chercheurs qui disent que les exécutifs nationaux qui essaient de nous faire croire qu'ils ont du pouvoir dans le contexte national, en réalité n'en ont pas tant que ça. Parce que si on prend
Parlons de l'Union européenne. Parlons de la commission trilatérale qui existe toujours. C'est un aéropage de 300-400 personnes qui existe depuis 1973 et qui se réunit très régulièrement et qui dicte des politiques au personnel politique. Parlons aussi de Davos et ainsi de suite. On sait tous que dans un pays comme le nôtre, il y a des petits conclaves qui se passent entre le gouvernement et des représentants qualifiés des grands groupes industriels et financiers et qui décident d'un certain nombre de choses. Et après, c'est les structures politiques officielles qui font le boulot. Par exemple, moi j'écoutais à France Info cet après-midi, l'Europe, donc il y a eu un colloque sur des journalistes contre l'attitude des pouvoirs qui mettent en prison, comme en France, un journaliste avec tout ce que ça concerne pour obtenir les sources. Donc, il y a 80% de votes pour dire stop les États, et en même temps c'est contre, parce que le truc c'est contre ces milliardaires qui possèdent la presse, presque toute la presse en Europe, en disant bon, vous êtes patron, mais c'est pas vous qui décidez de l'éditorial du journal, c'est les journalistes, etc., et les enquêtes qu'ils font. Donc, et là, alors là, c'était incroyable. Le gouvernement français, il est opposé à cette décision de, comment je veux dire, de ne pas mettre en arrestation une journaliste comme ils ont fait, et perquisition chez elle, prendre l'ordinateur, etc. Et bien là, c'est à France Info, ouais, c'est pas, je veux dire, c'est pas ni les communistes ni, qui dit, le gouvernement a dit non. Donc en fin de compte, le gouvernement c'est quoi? Soutenir les milliardaires qui possèdent la presse et d'avoir accès aux sources des journalistes sur les problèmes. Alors il y a un gars du gouvernement qui a dit oui, mais c'est normal quand c'est des actes de pédophilie ou de terrorisme, mais c'est un peu facile ça, hein, parce qu'on peut tout de suite inculper les journalistes. Voilà. Les journalistes assassinés, on l'a connu déjà. On va ce qui s'est passé au JDD. On va conclure là. Robert, merci. Oui. Merci. Donc, la semaine prochaine, le 11, c'est Fabien Roussel. Vous êtes invité, hein. Il y aura une forme de débat. C'est un entretien, hein. Comme celui-ci, c'est un entretien au Palais des Expositions. C'est pas un meeting. C'est pas un meeting, c'est un entretien. Palais des Expositions. Ouais, donc c'est à 19h, mais il faut arriver avant. Donc ça c'est pour le 11. Le 18... Non, il y a le 12. Et le 12 la non-épuration en France en 1943 aux années 50. À quel endroit? Là, c'est Garibaldi. La salle municipale à côté du cinéma. Et alors ça c'est important, ça on va être dans le même registre de discours que celui où moi je me situe en fait, hein, dans le séminaire, c'est-à-dire soulever le tapis pour faire voir toute la haine ERDE, hein, qui est en dessous. Par contre, Pénaruis, pour des problèmes de santé, ne sera pas là. Mais comme on a réservé la salle, on fera le compte rendu de la délégation qui sont allés à Istanbul pour Pinar Selek. Donc vous serez informés parce que c'est depuis hier qu'on essaye de remettre les choses. Donc 11, 12, 18. Là, c'est Garibaldi. Donc 11, Palais des Expos, 12, place 11, Palais des Expos, 12, Garibaldi et 18, ici. Et les trois sont spécialistes. Et les trois seront spécialistes. C'est ma source. Et le 13, voilà.